Au sommet d'un gratte-ciel de la Défense, la nuit parisienne est étalée comme un tapis de diamants. Les baies vitrées du salon de réception renvoyaient les reflets d'un succès éclatant, celui de Julien Moreau et de sa nouvelle application révolutionnaire. L'air vibrait au son des coupes de champagne qui s'entrechoquaient et des murmures admiratifs des cadres, investisseurs et journalistes présents. Le décor, luxueux et minimaliste, était le théâtre parfait pour célébrer le triomphe d'un homme parti de rien. Julien, au centre de cette effervescence, portait un costume de créateur qui semblait taillé pour incarner le pouvoir. Sa posture était celle d'un conquérant, mais derrière le sourire poli destiné au photographe, ses yeux trahissaient une fatigue que personne ne semblait remarquer, une solitude silencieuse au milieu de la foule qui l'acclamait. Tout dans cette soirée était une image de contrôle et de perfection, une façade solide bâtie sur des années de travail acharné. Le point culminant de la soirée fut son discours. Monté sur l'estrade, sous les lumières chaudes des projecteurs, sa voix résonnait avec une assurance tranquille. Il remerciait son équipe, ses partenaires, et enfin, avec une chaleur particulière, sa fiancée, Élodie, qu'il décrivait comme le pilier de sa vie. Pendant qu'il parlait, son téléphone vibrait frénétiquement dans sa poche, une distraction qu'il ignora, trop absorbé par l'instant. Les applaudissements nourris qui suivirent furent comme une vague le portant alors qu'il redescendait, le visage illuminé par la satisfaction. Il se frayait un chemin parmi les mains tendues et les félicitations, savourant ce moment qui représentait l'aboutissement de tous ses sacrifices. Il se sentait invincible, au sommet de son monde, sans se douter que celui-ci était sur le point de s'effondrer en quelques secondes à peine, sous le poids d'une trahison qu'il n'aurait jamais pu imaginer. C'est alors que Pascal, son chef de la sécurité et ami de longue date, l'intercepta. Son visage, habituellement impassible, était d'une pâleur effrayante, contrastant violemment avec l'ambiance festive. Sans un mot, il lui tendit une tablette. Elle, écran, affichait un article d'un grand portail d'information. Publié il y a quelques minutes à peine, le titre s'imprima dans l'esprit de Julien comme un fer rouge. Le PDG Julien Moreau visé par une enquête pour une fraude de plusieurs millions d'euros. Sa fiancée serait au cœur du complot. Au même instant, une notification de sa banque s'afficha sur son téléphone. Ses comptes personnels et professionnels venaient d'être gelés sur décision de justice. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Le bruit de la fête devint un bourdonnement sourd. Les visages souriants se muèrent en masques indistincts. Il était paralysé, le souffle coupé par le choc brutal de la chute. Son regard balaya la foule, cherchant désespérément une explication, un réconfort, cherchant Élodie. Il l'aperçut près de la sortie, flanquée d'Antoine et Vincent, ses deux plus proches alliés en affaires. Elle se retourna et leurs yeux se croisèrent à travers la salle bondée. Mais dans son regard à elle, il n'y avait ni surprise, ni pitié, ni amour. Il n'y avait qu'un froid calculateur, une distance glaciale qui confirmait tout. C'est était le regard d'une étrangère, une prédatrice qui venait de porter le coup de grâce. L'humiliation publique, la prise de conscience de la trahison absolue de la femme qu'il aimait, tout le frappa avec la violence d'un poignard. C'est dans ces instants où un monde bascule en un seul regard que l'on mesure la véritable force d'une personne. Si ce genre de témoignage vous parle, n'hésitez pas à vous abonner pour que nous puissions continuer à mettre en lumière ces parcours de vie. Le silence dans la voiture de Pascal était plus assourdissant que le vacarme de la fête qu'il venait de quitter. Julien fixait les lumières de Paris qui défilaient, floues, à travers la vitre, comme des étoiles d'un univers auquel il n'appartenait plus. Chaque phare, chaque enseigne lumineuse semblait le pointer du doigt, un témoin silencieux de sa chute vertigineuse. Chloé était assise à côté de lui. Son silence, haine, n'était pas un vide, mais une présence solide, un rempart discret contre le chaos qui venait de s'abattre sur lui. Elle ne posait pas de questions, n'offrait pas de mots de réconfort inutiles. Elle était simplement là. Et pour la première fois depuis des années, Julien sentit le poids écrasant de sa solitude s'alléger,
ne serait-ce que d'1 gramme. Il était tombé du sommet du monde, mais il n'était pas entièrement seul dans sa chute. L'appartement de luxe, autrefois un symbole de sa réussite, l'accueillit avec une froideur glaciale. C était un mausolée de souvenirs empoisonnés. Chaque objet, chaque meuble lui rappelait Élodie. Il remarqua rapidement que ses affaires personnelles avaient disparu. Pas de manière précipitée, mais avec une précision méthodique. Les tiroirs de sa commode étaient vides, son parfum n'embaumait plus la salle de bain. La trahison n'avait pas été un acte impulsif. Elle avait été planifiée, orchestrée dans les moindres détails, sous son propre toit. Il s'assit sur le canapé, où ils avaient si souvent rêvé à leur avenir. Et le souvenir de son rire résonna dans le silence comme une moquerie cruelle. Le luxe qui l'entourait n'était plus qu'une cage dorée, les barreaux forgés par sa propre naïveté. Les jours suivants se confondirent en une brume de honte et d'incrédulité. Julien ne répondait plus au téléphone, dont les sonneries incessantes étaient comme des coups portés à une plaie ouverte. Il regardait en boucle les chaînes d'information, son visage plaçardé sur tous les écrans, son nom associé aux mots « fraude »,« scandale », escroquerie. Les experts disséquaient sa carrière, les journalistes spéculaient sur sa culpabilité et d'anciens associés qu'il considérait comme des amis se distanciaient publiquement de lui. Il se sentait dépossédé de sa propre histoire, transformé en un monstre par des gens qui, la veille encore, buvaient à sa santé. Il restait prostré, prisonnier de son appartement et de ses pensées, ressassant chaque mot, chaque regard d'Élodie, cherchant un indice qu'il aurait dû voir. Chloé, elle, se souvenait de leur début. 10 ans plus tôt, l'entreprise N était qu'une idée audacieuse dans un bureau minuscule qui sentait le café froid et l'ambition. Elle avait été sa première employée, séduite non pas par la promesse de richesse, mais par la lueur dans les yeux de Julien, cette foi inébranlable en sa vision. Elle avait travaillé à ses côtés, jour et nuit, partageant les doutes et les petites victoires. Elle connaissait l'homme derrière le PDG, celui qui pouvait passer des heures à aider un développeur junior sur un problème de code, celui qui se souvenait du nom des enfants de ses employés. Elle avait vu sa bonté et sa confiance comme ses plus grandes forces, sans se douter qu'elles deviendraient un jour ses plus grandes vulnérabilités. Dès l'arrivée de Élodie dans la vie de Julien, Chloé avait ressenti un malaise instinctif. Ce N n'était rien de tangible, juste une collection de détails discordants. Le sourire de Élodie qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux, son intérêt pour les aspects financiers de l'entreprise qui semblait disproportionné, la façon dont elle isolait subtilement Julien de ses plus anciens amis. Chloé avait tenté de le mettre en garde, avec des phrases prudentes comme « Prends ton temps avec elle » ou « Tu la connais si peu ». Mais Julien, aveuglé par l'amour, n'y voyait que de la jalousie ou une méfiance excessive. Il lui avait demandé de faire un effort, de lui faire confiance. Alors, Chloé S. était tue, rongeant son frein en silence, observant avec une angoisse croissante son ami s'enfoncer dans un piège aux mâchoires dorées. Le tournant survint 1 semaine après le scandale. La sonnette retentit, brisant le silence de l'appartement. C étaient Chloé et Pascal. Julien, le visage défait, s'attendait à des condoléances, à de la pitié, mais ils n'apportèrent rien de tout cela. Pascal, toujours aussi laconique, posa une main sur son épaule et dit simplement « On ne vous laisse pas tomber ». Chloé, quant à elle, déposa un mince dossier sur la table basse. « Ce n'est pas grand-chose », dit-elle d'une voix calme, « mais c'est un début. » À l'intérieur, il n'y avait pas de preuves accablantes, mais une compilation de notes de frais suspectes d'Élodie. Des calendriers de réunions secrètes entre elles, Antoine et Vincent, des incohérences qu'elle avait notées au fil des mois, en silence. En voyant ce dossier, fruit d'une loyauté silencieuse et indéfectible, quelque chose en Julien se brisa. La digue qui contenait sa douleur, sa rage et sa honte céda d'un seul coup. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, il fondit en larmes. Ce N n'était pas des larmes de faiblesse, mais des larmes de libération.
Il pleurait la trahison, bien sûr, mais il pleurait aussi de gratitude face à cette pureté, cette fidélité qu'il n'avait pas su voir. Il laissa tomber le masque du PDG invincible et se montra tel qu'il était, un homme brisé, perdu, mais pas seul. C'est dans ces moments de vulnérabilité totale qu'on découvre où se trouve la véritable force. Si vous croyez aussi au pouvoir de la loyauté face à l'adversité, votre abonnement nous aiderait à continuer de partager ces récits poignants. Après que les larmes eurent séché, une nouvelle clarté s'installa dans son esprit. La douleur était toujours là, vive et profonde, mais elle n'était plus paralysante. Elle se muait en une énergie froide, une détermination tranquille. Il regarda Chloé et Pascal, ses deux seuls alliés dans cette guerre, et il sut ce qu'il devait faire. Il ne se battrait pas pour récupérer son argent ou pour se venger de Élodie. La vengeance était un poison qui ne ferait que le consumer. Il se battrait pour la vérité, pour laver son nom, et surtout pour honorer la confiance de ceux qui étaient restés à ses côtés. Il cesserait d'être une victime de son histoire pour en redevenir l'auteur. Le combat ne faisait que commencer, mais pour la première fois, il ne se sentait plus désarmé. Les obstacles se dressèrent rapidement, plus hauts et plus nombreux qu'il ne l'avait imaginé. La machine judiciaire était un monstre lent et impersonnel qui broyait les individus sans état de âme. Ses avocats, bien que compétents, lui expliquèrent sans détour que les preuves matérielles contre lui étaient solides, fabriquées avec une expertise redoutable. Élodie et ses complices avaient utilisé l'argent volé pour s'offrir les services des meilleurs cabinets d'avocats de Paris, qui s'acharnaient à le dépeindre comme un manipulateur et un criminel. Chaque jour apportait son lot de mauvaises nouvelles, un compte à l'étranger découvert à son nom, un faux témoignage d'un ancien employé, une nouvelle fuite dans la presse. Était une guerre d'usure, conçue pour le briser psychologiquement et financièrement. En parallèle de cette bataille juridique, Julien menait un combat encore plus âpre contre ses propres démons. La paranoïa était immiscée dans ses pensées, empoisonnant chaque souvenir. Qui d'autre était au courant? Qui avait fait semblant? Chaque poignée de main, chaque sourire du passé était désormais suspect. La honte d'avoir été si crédule le rongeait, le réveillant en pleine nuit avec la vision du regard glacial de Élodie. Il luttait pour faire à nouveau confiance, non seulement aux autres, mais surtout à son propre jugement, qu'il avait si spectaculairement trahi. Il devait réapprendre à naviguer dans un monde où les visages pouvaient le cacher les pires intentions. Une leçon qu'il apprenait dans la douleur et l'isolement. Leur quartier général était un petit bureau anonyme loué à la semaine, à des années-lumière du faste de la Défense. Les nuits se prolongeaient, éclairés par la lueur des écrans d'ordinateur, tandis qu'ils épluchaient des milliers de lignes de documents financiers, de courriels et de contrats. Était un travail de fourmi, fastidieux et souvent décourageant. Pourtant, dans cette promiscuité forcée, un lien nouveau se tissait entre Julien, Chloé et Pascal. Un soir, épuisé, Julien leva les yeux de son écran et regarda Chloé. « Je ne sais pas comment te remercier », murmura-t-il. Elle lui offrit un léger sourire. « Ne me remercie pas. J'ai toujours su qui tu étais vraiment. C'est pour cet homme-là que je suis ici. » Ces simples mots furent pour lui plus précieux que tous les millions qu'il avait perdus. La tension monta d'un cran lorsqu'un soir, en rentrant chez lui, Julien trouva un message glissé sous sa porte. Il ne contenait qu'une seule phrase, écrite en lettres capitales. « Arrête de creuser !» La menace était claire, anonyme mais sans équivoque. Élodie et ses complices ne se contentaient plus de la voie légale. Ils entraient dans le domaine de l'intimidation. La peur, une sensation que Julien n'avait que rarement éprouvée, lui serra la gorge. Ce haine était plus seulement sa réputation qui était en jeu. Il réalisa qu'en continuant, il mettait en danger les deux seules personnes qui lui étaient restées fidèles. Mais cette menace, au lieu de le faire reculer, eut l'effet inverse. Elle cristallisa sa résolution. Il ne se battait plus seulement pour la vérité, mais pour protéger Chloé et Pascal. Il ne leur permettrait pas de gagner. La percée est venue d'une source inattendue, une faille humaine dans une forteresse numérique.
Chloé, en examinant des sauvegardes de serveurs que tout le monde croyait effacées, découvrit un enregistrement audio. Ce N n'était pas une conversation professionnelle, mais un appel privé entre Élodie et Antoine, quelques semaines avant le lancement. La qualité était médiocre, mais les mots étaient d'une clarté glaçante. On y entendait Élodie rire en décrivant comment Julien, aveuglé par ses sentiments, était la marionnette parfaite. Elle détaillait le plan pour siphonner les fonds et le laisser porter l'entière responsabilité, le qualifiant de génie naïf, qu'il fallait plumer avant qu'il ne comprenne. Lorsque l'avocat de Julien diffusa l'enregistrement dans le silence solennel du tribunal, le son de ce rire emplit la salle comme un poison, scellant le destin des coupables bien plus sûrement que n'importe quel document financier. Après la présentation de cette preuve accablante, le procureur se tourna vers Julien. Il lui offrit la parole, une dernière occasion de s'adresser à ceux qui avaient orchestré sa ruine. Un murmure parcourut la salle d'audience. Tous s'attendaient à une explosion de colère, à une diatribe vengeresse, au discours d'un homme brisé réclamant justice avec haine et ressentiment. Les journalistes préparaient déjà leur titre. Élodie le regardait avec un air de défi et presque de mépris, comme si elle s'attendait à lui offrir ce dernier spectacle de sa déchéance. Mais lorsque Julien se leva, il n'y avait aucune trace de fureur sur son visage. Il se tenait droit, non pas comme une victime, mais comme un survivant. Son calme était plus déstabilisant que n'importe quel cri, une force tranquille qui prit toute la salle par surprise. Son regard se posa sur Élodie, non pas avec haine, mais avec une profonde et douloureuse clarté. Sa voix était ferme, sans le moindre tremblement, quand il commença à parler. « Vous n'avez pas volé mon argent, » dit-il, chaque mot résonnant dans le silence. « L'argent, ça se regagne. Vous avez volé quelque chose de bien plus précieux. Vous avez volé mon temps, ma confiance et une partie de ma foi en l'humanité. Vous avez essayé de me laisser avec rien d'autre que la haine et l'amertume pour que je vous ressemble. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. « Mais aujourd'hui, je choisis de ne pas vous laisser cette victoire. Je vous pardonne, non pas pour vous, mais pour moi. Je vous pardonne pour être libre de votre souvenir, libre de la colère que vous avez semée. Ma paix intérieure vaut infiniment plus que ma vengeance. » Un silence de plomb tomba sur le tribunal. Ce haine n'était pas l'issue attendue. Le pardon, formulé non pas comme un acte de faiblesse, mais comme l'ultime affirmation de pouvoir personnel, avait complètement désarmé ses adversaires. Le masque d'arrogance d'Élodie se fissura, remplacé par une expression de pure incrédulité. Il lui avait refusé la satisfaction de sa haine. Il l'avait privé de son emprise sur lui, la laissant seule avec ses crimes et son vide intérieur. Le juge lui-même semblait touché, regardant Julien avec un respect nouveau. Il venait de gagner bien plus qu'un procès. Il avait remporté la guerre contre le démon qu'on avait tenté de faire naître en lui. La véritable justice, ce jour-là, elle n'était pas dans la condamnation à venir, mais dans cet acte de libération. Alors que son avocat le félicitait et que le brouhaha reprenait dans la salle, le regard de Julien chercha une seule personne. Il croisa les yeux de Chloé, assise au premier rang du public. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, mais son sourire était radieux. Ce haine n'était pas des larmes de tristesse ou de pitié, mais des larmes de fierté et de soulagement. Dans ce regard échangé à travers la foule, il y avait tout, la reconnaissance de leur combat commun, la validation de leur loyauté et la promesse silencieuse d'un avenir à construire, non pas sur les cendres du passé, mais sur les fondations solides de l'intégrité et de la confiance retrouvée. Il avait tout perdu pour finalement trouver l'essentiel. Ces histoires de résilience humaine sont ce qui nous motive. Si elles vous touchent aussi, pensez à vous inscrire pour que nous puissions continuer à les partager. Les portes du tribunal se refermèrent derrière lui, non pas sur un passé à reconquérir, mais sur un chapitre à clore définitivement. Julien ne chercha pas à récupérer les débris de son ancien empire. Au contraire, il orchestra sa dissolution avec la même précision qu'il avait mise à le construire. Chaque actif vendu, chaque contrat résilié était un acte de libération.
L'appartement luxueux de la Défense, avec ses baies vitrées donnant sur un monde qui n'était plus le sien, fut le dernier à partir. En remettant les clés, il ne ressentit aucune nostalgie, seulement le soulagement d'un poids immense qui se levait de ses épaules. Il n'était plus le PDG Julien Moreau, la figure publique scrutée et jugée. Il redevenait simplement Julien, un homme qui avait appris à la dure que les fondations les plus solides ne sont pas faites d'acier et de verre, mais de confiance et d'intégrité. Avec l'argent de la vente, il ne bâtit pas un nouveau gratte-ciel, mais des fondations humaines. Il créa une nouvelle entreprise, plus modeste mais infiniment plus riche de sens, avec Chloé et Pascal comme seuls et uniques associés. Leur nouvelle société développait des technologies pour protéger les personnes vulnérables contre les fraudes en ligne. Une mission née des cendres de sa propre épreuve. Leur bureau n'avait rien du faste d'antan. C était un espace ouvert, rempli de discussions animées et de rires sincères, où la valeur d'une idée primait sur le titre de celui qui la proposait. En parallèle, il lança une petite fondation, un havre pour les victimes d'escroqueries financières. Offrant un soutien juridique et psychologique, il transformait sa plus grande blessure en un bouclier pour les autres, trouvant dans cet acte une forme de rédemption bien plus satisfaisante que n'importe quel succès commercial. 2 ans écoulèrent. Julien vivait désormais dans un appartement chaleureux près du canal Saint-Martin, un lieu où le bruit des conversations des terrasses remplaçait le silence glacial du luxe. Il n'y avait plus de costume de créateur dans sa penderie, mais des vêtements simples qui lui laissaient une liberté de mouvement qu'il n'avait jamais connue. Il était devenu un homme plus léger, son rire plus fréquent, son regard plus présent. La solitude qui le hantait au sommet de sa gloire était dissipée, remplacée par la complicité tranquille qui s'était installée entre lui et Chloé. Leur partenariat professionnel avait naturellement éclos en un amour profond. Un amour bâti non sur des illusions ou des intérêts, mais sur l'épreuve partagée et un respect mutuel inébranlable. Ils n'avaient pas eu besoin de grands discours. Leur histoire, écrivait chaque jour dans des gestes simples et une confiance absolue. On le retrouva sur la scène d'une petite conférence pour jeunes entrepreneurs, non plus pour parler de levée de fonds et de stratégie de croissance, mais d'une chose bien plus essentielle. Votre plus grand capital, leur dit-il d'une voix calme et assurée, ce n'est pas votre idée ou votre financement, c'est votre intégrité, c'est la seule chose que personne ne pourra vous prendre si vous ne la donnez pas. Dans la salle, Chloé le regardait, son sourire reflétant la fierté et l'amour. En descendant de scène, il prit sa main et ensemble, ils se dirigèrent vers la sortie, non pas comme des conquérants d'un marché, mais comme les architectes de leur propre bonheur. Un bonheur authentique et durable. Raconter des parcours comme celui de Julien est notre raison de être. Et votre abonnement est le soutien qui nous permet de continuer à donner une voix à ces victoires silencieuses.